Shirley de Charlotte Brontë. Chapitre 19. Le lendemain. Les deux jeunes filles ne rencontrèrent Tam qui vive dans leur retour à la rectorerie. Elles rentrèrent sans bruit. Elles se glissèrent à l'étage supérieur sans être entendues. Le jour naissant les éclairait suffisamment de ses premiers rayons. Shirley se dirigea immédiatement vers sa couche, et quoique le lieu lui parût étrange, car elle n'avait jamais couché à la rectorerie, malgré la scène de terreur et d'excitation à laquelle elle venait d'assister, elle eut à peine posé sa tête sur l'oreiller, qu'un rafraîchissant sommeil vint fermer ses yeux et calmer ses sens. Une santé parfaite était un des bienfaits dont jouissait Shirley. Elle avait le cœur chaud et sympathique, et n'était point nerveuse. De puissantes émotions pouvaient l'exciter et la dominer sans l'abattre. Secouée et agitée pendant la tempête, elle retrouvait après l'orage toute sa fraîcheur et son élasticité habituelle. De même que chaque jour lui apportait ses stimulantes émotions, chaque nuit lui procurait un repos réparateur. Caroline la regardait en ce moment dormir et lisait la sérénité de son âme dans la beauté et le calme heureux de son visage. Quant à elle, étant d'un tempérament tout opposé, elle ne pouvait dormir. La vulgaire excitation du thé et de l'assemblée des écoles eût suffi seule pour la tenir éveillée toute la nuit. Le souvenir du drame terrible qui venait de se jouer sous ses yeux n'était pas de nature à laisser longtemps son esprit en repos. Ce fut en vain qu'elle s'efforça de rester couchée. Elle se releva bientôt et demeura assise à côté de Shirley, comptant les minutes et regardant le soleil de juin montant à l'horizon. La vie s'épuise vite dans des veillées semblables à celles auxquelles Caroline était trop souvent soumise depuis quelque temps. Veilles durant lesquelles l'esprit, n'ayant aucune nourriture agréable pour se repaître, aucune manne d'espérance, aucun rayon de miel de joyeux souvenirs, s'efforce de vivre avec la maigre chair des désirs. Puis, ne tirant de là ni plaisir ni soutien, et se sentant près de périr de besoin, se tourne vers la philosophie, la résolution, la résignation, implore de tous ses dieux l'assistance, mais l'implore vainement, et languit, sans secours. Caroline était chrétienne. Dans les moments d'affliction, elle formulait de nombreuses prières d'après la croyance chrétienne, les proférait avec une fervente ardeur, implorait la patience, la force, le secours. Mais ce monde, nous le savons tous, est un lieu de souffrance et d'épreuve. Et par le résultat de ses prières, il lui semblait qu'elle n'était point entendue. Elle croyait quelquefois que Dieu avait détourné d'elle son visage. En certains moments, elle était calviniste, et tombant dans le gouffre du désespoir religieux, elle croyait voir planer sur elle le sceau de la réprobation. Combien ont eu ainsi, dans leur vie, une période où ils ont pu se croire abandonnés, où, ayant longtemps espéré contre l'espérance, et ne voyant jamais se réaliser leurs désirs, ils ont senti leur cœur languir et se dessécher dans leur poitrine. C'est une heure terrible, mais c'est souvent le moment obscur qui précède le lever du jour. Cette période de l'année où le vent glacé de janvier sonne à la fois le glas de l'hiver qui expire et l'avènement du printemps qui commence. Mais comme les oiseaux qui périssent ne peuvent comprendre que ce vent qui les tue est l'avant-coureur des beaux jours, de même, l'âme qui souffre ne peut reconnaître dans l'excès de son affliction l'aurore de sa délivrance. Que quiconque souffre s'attache cependant fermement à l'amour de Dieu et à la foi. Dieu ne le trompera et ne l'abandonnera jamais. Il châtie celui qu'il aime. Ces mots sont vrais, on ne doit pas les oublier. La maison s'anima enfin. Les servantes se levèrent, les volets du rez-de-chaussée furent ouverts. Caroline, en quittant le lit qui avait été pour elle une couche d'épines, sentit revivre cette vigueur que ramène toujours le retour du jour et l'action chez ceux que le désespoir et la souffrance n'ont pas tués entièrement. Elle s'habilla, comme d'habitude avec soin, et fit tous ses efforts pour que rien dans son extérieur ne trahît l'affliction de son cœur. Elle parut aussi fraîche que Shirley, lorsque toutes deux furent habillées, avec cette différence toutefois que les yeux de Miss Kildare étaient animés, et que ceux de Caroline avaient une expression de langueur. « Aujourd'hui, j'aurai beaucoup de choses à dire, amour !» Tels furent les premiers mots de Shirley. Et l'on pouvait lire sur son visage que la vie était pour elle pleine d'intérêt, d'espérance et d'occupation. « Il aura à soutenir un interrogatoire.
ajouta-t-elle. Je suis sûre qu'ils s'imaginent m'avoir très habilement dupée. Et c'est ainsi qu'agissent les hommes vis-à-vis des femmes, leur cachant toujours le danger, s'imaginant, je suppose, leur épargner par là de la peine. Ils ne se doutaient guère que nous savions où ils étaient cette nuit. Nous savons qu'ils étaient loin de conjecturer où nous étions nous-mêmes. Les hommes, je crois, s'imaginent que l'esprit des femmes ressemble un peu à celui des enfants. Eh bien, c'est une erreur. Cela fut dit, tandis que, debout devant la glace, elle arrangeait en boucle, en les enroulant sur ses doigts, ses cheveux naturellement flottants. Elle poursuivit ce thème encore 5 minutes, pendant que Caroline lui attachait sa robe et bouclait sa ceinture. Si les hommes pouvaient nous voir tels que nous sommes réellement, ils en seraient un peu étonnés. Mais les plus remarquables, les plus sensés, se font souvent illusion en ce qui concerne les femmes. Ils ne les comprennent ni sous le rapport du bien, ni sous celui du mal. Leur bonne femme est un être fantastique, moitié poupée, moitié ange. Leur méchante femme est presque toujours un démon. Il faut les entendre s'extasier sur les créations imaginaires, adorant l'héroïne de tels poèmes, de tels romans, de tels drames, qu'ils trouvent ravissantes, divines. Ravissante et divine peut-être, mais souvent aussi artificielle, aussi fausse que la rose de mon chapeau. Mais si j'exprimais toute ma pensée sur ce point, si je donnais mon opinion sur les principaux caractères féminins de certains ouvrages de premier ordre, qu'adviendrait-il de moi ? Je serais ensevelie sous une avalanche de pierres vengeresses avant une demi-heure. Shirley, vous babillez tellement que je ne puis finir de vous lasser. Restez donc tranquille. Et après tout, les héroïnes de nos auteurs valent bien les héros de nos bas bleus. Vous vous trompez. Les femmes tracent le caractère des hommes avec plus de vérité que les hommes celui des femmes. C'est ce que je prouverai dans quelques magazines, un jour où j'aurai le temps. Seulement mon travail ne sera jamais inséré. Il sera refusé avec des compliments et tenu à ma disposition dans les bureaux. Assurément, vous ne pourriez écrire assez bien. Vous ne savez pas assez. Vous manquez d'érudition, Shirley. Dieu sait que je ne vous contredirai pas, Carrie. Je suis ignorante comme une borne. Une chose me console cependant, c'est que vous n'êtes guère plus instruite que moi. Elles descendirent pour le déjeuner. Je voudrais bien savoir comment Mistress Prior et Hortense Moore ont passé la nuit, dit Caroline en faisant le café. Égoïste que je suis. Je n'ai pas songé à elles jusqu'à ce moment. Elles auront entendu tout le tumulte. Fieldhead et le cottage sont si proches, et Hortense est très peureuse pour ces sortes de choses. Il en est sans doute ainsi de Mistress Prior. Vous pouvez m'en croire, Lina. Moore a eu soin d'éloigner sa sœur. Elle s'en retourna hier avec Miss Mann. Il l'a bien certainement fait rester là pour la nuit. Quant à Mistress Prior, j'avoue que j'ai quelque inquiétude de ce côté. Mais avant une demi-heure, nous serons auprès d'elle. Pendant ce temps, la nouvelle de ce qui s'était passé à Hollow se répandait dans le voisinage. Fanny, qui était allée à Fieldhead chercher le lait, revint en hâte annoncer qu'il y avait eu un combat à Hollow, dans la fabrique de M. Moore, et que l'on disait qu'une vingtaine d'hommes avaient été tués. Élisa, pendant l'absence de Fanny, avait appris par le garçon du boucher que le moulin était brûlé. Toutes deux se précipitèrent dans le parloir pour annoncer la terrible nouvelle aux jeunes filles, terminant leur claire et fidèle narration par l'assertion qu'elles étaient sûres que leur maître avait été présent à tout cela, que la veille, avec Thomas, le clerc, il était allé rejoindre Malone et les soldats. M. Malone aussi n'avait point reparu à son logement depuis la veille dans l'après-midi, et la femme et la famille de Joe Scott étaient dans la plus grande désolation, ne sachant ce qui était advenu de leur chef. Ces nouvelles étaient à peine données qu'un coup frappé à la porte de la cuisine annonça le domestique de Fieldhead, arrivé en toute hâte, porteur d'un billet de Mistress Prior. Ce billet était écrit avec précipitation, et il pressait Miss Kildare de retourner immédiatement, attendu que le voisinage et la maison étaient menacés d'être dans la confusion, et qu'il y aurait certainement des ordres à donner qui ne pouvaient l'être que par la maîtresse du manoir. Dans un post-scriptum, Mistress Prior disait que Caroline ne pouvait rester à la rectorerie et qu'elle ferait bien d'accompagner Miss Kildare. Il n'y a là-dessus qu'une opinion,
dit Shirley en attachant son chapeau, et elle courut chercher celui de Caroline. « Mais que feront Fanny et Elisa? Et si mon oncle arrivait ?» « Votre oncle ne reviendra pas encore. Il a d'autres poissons à frire. Il va être occupé à galoper de Briarfield à Stillbrook et de Stillbrook à Briarfield, éveillant les magistrats du tribunal et les officiers de la caserne. Fanny et Elisa pourront avoir la femme de Joe et celle du clerc pour leur tenir compagnie. D'ailleurs, il n'y a aucun danger à craindre maintenant. Des semaines se passeront avant que les émeutiers puissent se rallier ou concerter une autre attaque. Et je serais bien trompée si Moore et Elstone ne profitent pas de l'attaque de la nuit dernière pour les anéantir tout à fait. Ils vont entraîner les autorités de Stillbrook dans d'énergiques mesures. J'espère seulement qu'ils ne seront pas trop sévères, qu'ils ne poursuivront pas trop implacablement les vaincus. Robert ne sera point cruel. Nous avons pu le voir la nuit dernière. Mais il sera sévère, répondit Shirley, et il en sera de même de votre oncle. Comme elles se dirigeaient rapidement par la pelouse et le sentier de la plantation vers Fieldhead, elles aperçurent la route au loin, déjà couverte de cavaliers et de piétons se dirigeant vers Hollow. En arrivant au manoir, elles trouvèrent les portes de la cour de derrière ouvertes, et la cour et la cuisine semblaient remplies d'hommes, de femmes et d'enfants, qui venaient chercher le lait et auxquels Mistress Grill, la femme de charge, cherchait en vain à persuader de prendre leur seau de lait et de partir. Il était d'usage dans le nord de l'Angleterre, que les paysans qui habitaient des cottages sur le domaine d'un squire de campagne reçussent leurs provisions de lait et de beurre du manoir, sur les pâturages duquel un troupeau de vaches à lait était ordinairement nourri pour l'alimentation du voisinage. Miss Kildare possédait un semblable troupeau, entièrement composé de ces belles vaches aux fanons pendants, élevées au milieu des tendres herbages et des eaux limpides de la jolie Airedale, et elle était fière de leur bonne apparence et de leur parfaite condition. Voyant l'état des choses et la nécessité de débarrasser la place, Shirley s'avança au milieu des groupes dont la conversation était des plus animées. Elle leur dit bonjour, avec l'aisance franche et calme qui lui était naturelle lorsqu'elle parlait aux masses, surtout lorsque ces masses appartenaient à la classe ouvrière. Elle était plus froide avec ses égaux, et même fière avec ceux qui étaient au-dessus d'elle. Elle leur demanda alors si leur lait était mesuré, et sur leur réponse affirmative, elle voulut savoir ce qu'ils attendaient. « Nous causions un peu de la bataille qui vient d'avoir lieu à votre moulin, maîtresse, » répondit un homme. « Vous causiez un peu, » dit Shirley. « C'est une chose étrange que le monde soit si porté à causer sur les événements. Vous causez si quelqu'un meurt subitement, vous causez si un incendie éclate, vous causez si un fabricant fait banqueroute, vous causez s'il est assassiné. Quel bien peuvent faire vos causeries? Il n'y a rien qui plaise tant aux classes inférieures que d'être traités un peu librement et sans façon. Ils méprisent la flatterie autant qu'ils aiment une honnête et franche réprimande. Ils appellent cela « parler clairement » et prennent un singulier plaisir à être l'objet de la mercuriale. La franchise un peu brusque de Miss Kildare lui gagna l'oreille de la foule en une seconde. « Nous ne sommes pas plus coupables sous ce rapport que d'autres qui sont au-dessus de nous, n'est-ce pas ?» lui demanda en souriant un de ces hommes. « Ce n'est pas une excuse. Vous qui devriez être des modèles d'activité, aimez autant le bavardage que les fainéants. À la rigueur, on comprendrait que des gens riches et qui n'ont rien à faire perdissent ainsi leur temps. Mais vous qui avez à gagner votre paix à la sueur de votre front, vous êtes tout à fait inexcusable. » Voilà qui est singulier, maîtresse. N'aurons-nous jamais un jour de congé parce que nous travaillons rudement? Jamais, répondit promptement Shirley. À moins que, ajouta-t-elle avec un sourire qui enleva une partie de la sévérité de ses paroles, à moins que vous n'en sachiez faire un meilleur usage que de vous réunir pour boire le rhum et le thé si vous étiez femme, ou pour fumer et boire la bière si vous étiez homme, puis médire de votre prochain. Allons, amis, ajouta-t-elle en passant de la brusquerie à la politesse. Obligez-moi de prendre vos seaux et de retourner chez vous. J'attends aujourd'hui plusieurs personnes, et il ne conviendrait pas que l'entrée de la maison fût encombrée. Le peuple du Yorkshire est aussi obéissant à la persuasion qu'entêté à la compression. En 5 minutes, la cour fut débarrassée. « Merci, et au revoir, mes amis, » dit Shirley en fermant les portes sur eux. Que les plus raffinés cockneys viennent critiquer les mœurs et les habitudes du Yorkshire.
Pris comme ils doivent l'être, la majorité des garçons et des filles de l'Ouest sont d'une convenance parfaite. Ce n'est que contre la sotte affectation et la futilité pompeuse d'un soi-disant aristocrate qu'ils se révoltent. Entrant par derrière, les jeunes ladies se dirigèrent à travers la cuisine vers la salle de réception. Mistress Prior descendit en courant l'escalier de chêne pour venir à leur rencontre. Elle était pleine d'effroi. Sa complexion, ordinairement sanguine, était pâle. Son œil bleu, ordinairement calme, était errant, mobile, alarmé. Elle ne se perdit point cependant dans des exclamations ou dans un récit précipité de ce qui était arrivé. Son sentiment prédominant avait été, dans le cours de la nuit, et était encore alors, un vif mécontentement d'elle-même de ne pouvoir se montrer plus ferme, plus froide, plus à la hauteur des circonstances. « Vous savez, » commença-t-elle d'une voix tremblante et avec le plus grand désir d'éviter l'exagération dans ce qu'elle était sur le point de dire. « Vous savez qu'une bande d'émeutiers a attaqué cette nuit la fabrique de Monsieur Moore. Nous avons entendu très distinctement d'ici la fusillade et le tumulte. Personne de nous n'a dormi. Ça a été une triste nuit. La maison a été dans une grande agitation toute la matinée à cause des gens qui allaient et venaient. Les domestiques se sont adressés à moi pour des instructions et des ordres que je ne me croyais pas réellement fondée à leur donner. Monsieur Moore a, je crois, envoyé chercher des rafraîchissements pour les soldats et les autres personnes engagées dans la défense, et aussi quelques objets nécessaires aux blessés. Je ne pouvais prendre sur moi la responsabilité de donner des ordres ou de prendre des mesures. Je crains que le retard n'ait été funeste en quelque cas. Mais cette maison n'est point la mienne. Vous étiez absente, ma chère Miss Kildare. Que pouvais-je faire ? Est-ce que l'on n'a pas envoyé de rafraîchissement ? Demanda Shirley, dont la contenance, tout à l'heure si calme, si bienveillante, si ouverte, même pendant qu'elle réprimandait les paysans, devint tout à coup sombre et animée. « Je ne crois pas, ma chère. Et rien pour les blessés. Ni linge, ni vin, ni literie. Je ne crois pas. Je ne puis dire ce qu'a fait Mistress Gill, mais il me semblait impossible, en ce moment, de disposer de votre propriété en envoyant des vivres aux soldats. Des provisions pour une compagnie, c'est formidable. Je n'ai pas demandé combien ils étaient, mais je ne pouvais consentir à leur laisser mettre la maison au pillage. J'avais l'intention d'agir, pour le bien. Cependant, je l'avoue, je ne vois pas encore bien clairement cette affaire. Elle tient dans une coquille de noix, pourtant. Ces soldats ont risqué leur vie pour la défense de ma propriété. Il semble qu'ils ont quelque droit à ma gratitude. Les blessés sont nos semblables. Il me semble que nous leur devons des secours. Mistress Gill ?» Elle se retourna et appela d'une voix plus claire que douce, qui traversa les massives portes de chêne de la salle et de la cuisine, mieux que ne l'eût fait le bruit d'une sonnette. Mistress Gill, qui se trouvait occupée à pétrir, arriva avec des mains et un tablier qui témoignaient de son occupation. Elle n'avait pas osé s'arrêter un instant pour ôter la pâte attachée aux unes et secouer la farine qui blanchissait l'autre. Jamais sa maîtresse n'avait appelé un domestique de cette voix, excepté une seule fois, lorsqu'elle vit d'une fenêtre Tartare engagé dans un combat avec 2 chiens de charretier dont chacun l'égalait au moins en volume, sinon en courage, et qui avaient de plus les encouragements de leur maître, tandis que Tartare n'avait personne pour le soutenir. Alors elle avait appelé John d'une voix qu'on eût pu prendre pour la trompette du jugement dernier. Et elle n'avait pas attendu qu'il vînt, mais s'était élancée dehors sans chapeau, et après avoir dit aux 2 charretiers qu'ils ressemblaient moins à des hommes que les 3 brutes qui se roulaient là devant eux dans la poussière, elle avait saisi de ses mains délicates le cou du plus gros des chiens, et l'avait étreint de toutes ses forces, afin de lui faire lâcher l'œil sanglant et déchiré de Tartare, au-dessus et au-dessous duquel il avait inséré ses terribles crocs. 5 ou 6 hommes se trouvèrent à l'instant sur les lieux pour lui prêter assistance, mais elle ne les remercia même pas. « Ils eussent pu venir plus tôt, si leur volonté était bonne, » dit-elle. Elle n'adressa la parole à personne pendant le reste du jour, mais elle resta assise auprès du feu de la salle, surveillant et soignant Tartare qui était étendu, saignant et meurtri, sur une couverture à ses pieds. Elle essuyait de temps à autre une larme furtive en lui adressant quelques mots de pitié et de sympathie, dont le vieux chien se montrait reconnaissant à sa façon, en lui léchant les mains, alternativement avec ses propres blessures. Quant à John, Shirley fut pour lui, pendant 1 semaine, d'une froideur significative.
Mistress Gill, se rappelant cet épisode, arriva tremblante comme la feuille, selon son expression. D'une voix ferme et brève, Shirley se mit à poser des questions et à donner des ordres. Son esprit altier était piqué au vif de ce qu'en un semblable moment Fieldhead eût montré l'inhospitalité de la cabane d'un avare. La révolte de son orgueil se lisait au mouvement de son cœur, qui gonflait sa poitrine et agitait violemment la dentelle et la soie sous lesquelles cette poitrine était emprisonnée. « Depuis combien de temps ce message est-il arrivé du moulin ?»« Depuis moins d'1 heure, » répondit la femme de charge d'un ton doucereux. « Depuis moins d'1 heure. Vous dites cela comme vous diriez depuis moins d'1 jour. Ils auront eu le temps de s'adresser ailleurs. Envoyez immédiatement un homme leur dire que tout ce que cette maison contient est au service de M. Moore, de M. Elstone et des soldats. Faites cela d'abord. » Pendant que l'on exécutait cet ordre, Shirley s'éloigna de ses amis et demeura debout en silence à la fenêtre de la salle. Lorsque Mistress Gill revint, elle se détourna. La couleur pourpre qu'une pénible excitation produit sur des joues pâles animait alors les siennes. L'étincelle que le mécontentement allume dans un œil noir illuminait son regard. « Que tout ce qui se trouve dans l'office et le cellier soit à l'instant chargé sur des voitures et conduit à Hollow. S'il n'y a que peu de pain et de viande à la maison, allez chez le boulanger et le boucher, et dites-leur d'envoyer tout ce qu'ils pourront. Mais il faut que j'y aille moi-même. » Elle sortit. « Cet excès sera bientôt passé. Dans 1 heure, elle n'y pensera plus, » murmura Caroline à Mistress Prior. « Montez dans votre chambre, chère madame, » ajouta-t-elle affectueusement, « et tâchez de vous calmer et de vous remettre autant que vous le pourrez. Soyez sûre qu'avant la fin du jour, Shirley se blâmera elle-même plus qu'elle ne vous a blâmé. » Miss Elstone parvint ainsi à calmer l'agitation de la pauvre dame. Après l'avoir conduite à son appartement et avoir promis de la venir rejoindre aussitôt que tout serait arrangé, Caroline se demanda si elle ne pourrait pas se rendre utile. Elle trouva qu'elle pouvait être en ce moment très utile, car les domestiques n'étaient rien moins que nombreux à Fieldhead, et leur maîtresse avait alors de la besogne pour occuper tous les bras dont elle pouvait disposer. Caroline, par la bonne humeur et l'activité avec lesquelles elle vint en aide à la femme de charge et aux autres servantes, quelque peu effrayée de la sévérité inaccoutumée de leur maîtresse, produisit un grand bien. Elle leur apporta une assistance efficace et apaisa leur directrice. Un regard et un sourire de Caroline provoquèrent bientôt un sourire de Shirley. La première montait l'escalier de la cave avec un lourd panier. « C'est une honte !» s'écria Shirley en se précipitant au-devant d'elle. « Vous allez vous meurtrir les bras !» Elle s'empara du panier et le porta elle-même au milieu de la cour. L'orage était passé lorsqu'elle revint. L'éclair avait disparu de ses yeux. Le nuage qui assombrissait son front s'était évanoui. Elle reprit ses manières cordiales et enjouées, tempérées par un léger remords que lui causait l'injuste accès de colère auquel elle venait de se laisser entraîner. Elle présidait encore au chargement d'un chariot lorsqu'un gentleman entra dans la cour et s'approcha d'elle sans qu'elle s'aperçût de sa présence. « J'espère que Miss Kildare va bien ce matin ?» dit-il, en jetant un regard scrutateur sur son visage un peu animé encore. Elle le regarda, puis se mit à continuer son travail sans lui répondre. Un sourire de plaisir se jouait sur ses lèvres, mais elle ne le laissa pas voir. Le gentleman répéta sa salutation, se penchant afin que ses paroles pussent arriver plus facilement aux oreilles de Shirley. « Assez bien, » répondit-elle. « Et M. Moore aussi, il me semble. À dire vrai, je n'étais pas fort en peine de lui. S'il lui était arrivé quelque petit malheur, il n'eût eu que ce qu'il mérite. Sa conduite a été, nous dirons, étrange. Quant à présent, en attendant que nous trouvions le temps de la caractériser par une épithète plus exacte. Cependant, puis-je lui demander ce qui l'amène ici ? Monsieur Elstone et moi venons de recevoir à l'instant le message par lequel vous nous informiez que tout ce qui est à Fieldhead est à notre service. Nous avons pensé, d'après la formule de votre offre, que vous alliez vous donner beaucoup trop de mal. Je vois que nous avons conjecturé juste. Nous ne sommes pas un régiment, une demi-douzaine de soldats et autant de civils, pas davantage. Permettez-moi donc de retrancher quelque chose de ce trop abondant approvisionnement. Miss Kildare rougit,
et rit en même temps de sa générosité outrée, de ses calculs disproportionnés. Moore rit aussi, mais d'une manière très calme. Puis d'une manière très calme aussi, il fit retirer du chariot panier sur panier, et renvoya au cellier vase sur vase. « Le recteur apprendra cela, dit-il. Quelle jolie histoire il en fera. Quel excellent fournisseur des armées eût fait Miss Kildare. Puis, riant de nouveau, il ajouta. C'est précisément ce que j'avais pensé. Vous devriez me remercier, dit Shirley, et non vous moquer de moi. Que pouvais-je faire? Pouvais-je jauger vos appétits ou deviner le nombre de vos hommes? D'après ce que je savais, je pouvais croire qu'il y avait au moins 50 bouches à nourrir. Vous ne m'avez rien dit. Et puis une demande de provisions pour des soldats suggère naturellement de vastes idées. Il y paraît, dit Moore, dirigeant de nouveau son regard perçant sur la jeune fille déconcertée. Maintenant, continua-t-il en s'adressant au charretier, vous pouvez conduire ce qui reste à Hollow. Votre charge sera un peu plus légère que celle que Miss Kildare avait préparée. Comme le véhicule sortait de la cour, Shirley, rassemblant ses esprits, demanda ce qu'étaient devenus les blessés. « Il n'y a eu qu'un seul blessé de notre côté, » lui fut-il répondu. « Vous avez été blessé vous-même à la tempe ?» dit une voix douce, celle de Caroline, qui, dans l'ombre de la porte et cachée derrière la large corpulence du mistress Gill, n'avait pas été jusque-là aperçue de Moore. Lorsqu'elle parla, il chercha à pénétrer l'obscurité de sa retraite. « Êtes-vous grièvement blessé ?» demanda-t-elle. « Une égratignure, comme vous pourriez vous en faire une au doigt avec une aiguille en cousant. »« Soulevez vos cheveux, que nous puissions voir. » Il ôta son chapeau et fit ce qu'on lui commandait, découvrant seulement une légère bande de taffetas. Caroline fit voir par un léger mouvement de tête qu'elle était satisfaite et disparut dans le clair-obscur de l'appartement. « Comment a-t-elle su que j'étais blessée ?» demanda Moore. « Elle l'aura entendu dire sans doute. Mais c'est trop de bonté de sa part de se donner tant de peine pour vous. Pour moi, c'est à vos victimes que je pensais lorsque je demandais des nouvelles des blessés. Quelles pertes ont éprouvé vos opposants ? Un des émeutiers, ou des victimes, comme vous les appelez, a été tué, et 6 sont blessés. Et qu'avez-vous fait de ces hommes ? Ce que vous approuverez certainement. Le secours des médecins leur a été procuré immédiatement, et aussitôt que nous pourrons nous procurer 2 voitures couvertes et de la paille propre, ils seront transportés à Stilbro. De la paille ? Ce sont des lits et des matelas qu'il faut. Je vais envoyer à l'instant ma voiture convenablement garnie, et M. York, j'en suis sûr, enverra aussi la sienne. Vous devinez juste, il s'est offert déjà. Et Mistress York, qui comme vous semble disposée à regarder les émeutiers comme des martyrs, et M. Elstone et moi comme des meurtriers, est en ce moment, je crois, très assidûment occupé à les accommoder de lits de plumes, de traversins, de voitures, etc. Les victimes ne manquent de rien, je vous le promets. Monsieur Hall, votre curé favori, est avec eux depuis les 6 heures, les exhortant, priant avec eux, et même les soignant comme pourrait le faire une garde malade. Et la bonne amie de Caroline, Miss Henley, cette vieille fille si laide, a envoyé une provision de charpie et de linge, quelque chose d'à peu près semblable pour la quantité à la provision de bœuf et de vin d'une autre lady. C'est bien. Où est votre sœur ? En sûreté. Je l'ai placée chez Miss Mann. Ce matin même, toutes 2 partent pour les eaux de Wormwood Well, où elles séjourneront quelques semaines. C'est ainsi que M. Elstone m'a logé à la rectorerie. Vous vous croyez, vous autres gentlemen, d'une habileté remarquable. Je vous félicite cordialement de cette idée dont j'espère que la saveur, lorsque vous la méditez, vous cause un vif plaisir. Fins et astucieux comme vous l'êtes, que n'avez-vous aussi la science universelle ? Comment se fait-il que les événements transpirent sous votre nez même, sans que vous en ayez le moindre soupçon ? Il faut que cela soit ainsi. Autrement, le plaisir exquis de vous mener par le nez nous serait inconnu. Ah ! Ami, vous avez beau scruter ma contenance, jamais vous ne pourrez la lire. L'attitude de Moore semblait donner raison à Shirley. « Vous me regardez comme un dangereux spécimen de mon sexe, n'est-ce pas ?» continua-t-elle.
Un spécimen singulier, au moins. Mais Caroline est-elle singulière, elle? À sa façon, oui. Sa façon. Quelle est sa façon? Vous la connaissez aussi bien que moi. Et la connaissant, j'affirme qu'elle n'est ni excentrique, ni difficile à conduire, n'est-ce pas? Cela dépend. Cependant, il n'y a rien chez elle de masculin. Pourquoi appuyez-vous si fortement sur le mot elle? Est-ce que sous ce rapport vous la considérez comme faisant contraste avec vous-même? C'est ce que vous faites sans doute, vous. Mais cela ne signifie rien. Caroline n'est ni masculine, ni ce que l'on est convenu d'appeler une femme ardente. Je l'ai vue s'enflammer, cependant. Moi aussi, mais non d'un feu viril. C'était une brève et vacillante lueur qui parut, brilla et s'évanouit. Et la laissa effrayée de son audace. Vous pouvez appliquer votre description à d'autres qu'à Caroline. Le point que je tiens à établir, c'est que Miss Elstone, quoique douce, traitable et assez candide, est cependant parfaitement capable de défier même la pénétration de M. Moore. Qu'avez-vous donc fait, vous et elle? Demanda Moore tout à coup. Avez-vous déjeuné, M. Moore? Quel est donc votre mystère mutuel? Si vous avez faim, Mistress Gill va vous servir quelque chose à manger. Entrez dans le parloir aux boiseries de chêne et agitez la sonnette. Vous serez servi comme dans une auberge. Ou si vous le préférez, retournez à Hollow. Je n'ai pas le choix de l'alternative. Il faut que je m'en retourne. Au revoir. Je vous reverrai au premier instant de loisir qui me sera laissé. Chapitre 20. Mistress Prior. Pendant que Shirley causait avec M. Moore, Caroline rejoignait Mistress Prior à l'étage supérieur. Elle trouva cette dame profondément abattue. Elle ne voulut pas avouer que l'emportement de Miss Kildare avait froissé ses sentiments. Mais il était évident qu'une blessure intime la torturait. Elle paraissait peu sensible aux tendres et délicates attentions par lesquelles Miss Elstone cherchait à la consoler. Mais Caroline savait qu'elle remarquait et appréciait ces attentions qui lui apportaient un soulagement réel. « Je manque de confiance en moi-même et de décision, dit-elle enfin. Je n'ai jamais possédé ces qualités. Cependant, je pensais que Miss Kildare eût dû assez bien connaître mon caractère pour savoir que j'éprouve toujours une sollicitude profonde à bien faire, à agir pour le mieux. La nature inaccoutumée de la demande m'a effrayée, surtout venant après l'alarme de la nuit. Je ne pouvais prendre sur moi d'agir précipitamment pour une autre, mais j'espère qu'aucun mal sérieux ne sera arrivé par le fait de mon manque de fermeté. » Un léger coup fut en ce moment frappé à la porte, qui s'entr'ouvrit. « Venez ici, Caroline, » dit une voix basse. Miss Elstone sortit. Dans la galerie, elle trouva Shirley contrite, honteuse, affligée comme une enfant repentante. « Comment se trouve Mistress Prior ?» demanda-t-elle. « Très abattue, » dit Caroline. « J'ai agi honteusement, sans générosité et d'une façon ingrate envers elle, » dit Shirley. « Quelle insolence de ma part de l'avoir traitée ainsi, lorsqu'elle n'était coupable d'aucune faute et qu'elle avait obéi à un excès de délicatesse. Mais je regrette bien sincèrement mon erreur. Dites-le lui, et demandez-lui si elle voudra me pardonner. » Caroline s'acquitta de la commission avec un vif plaisir. Mistress Prior se leva et vint à la porte. Elle n'aimait pas les scènes, elle les redoutait comme tous les chants timides. Elle dit, d'une voix émue, « Entrez, ma chère. » Shirley entra avec quelque impétuosité. Elle se jeta au cou de sa gouvernante, et l'embrassant avec effusion, elle lui dit, « Vous savez qu'il faut me pardonner, Mistress Prior. Je ne pourrais vivre si la mésintelligence existait entre vous et moi. » « Je n'ai rien à vous pardonner, » répondit Mistress Prior. « Ne pensons donc plus à cet incident, dont le résultat final me prouve plus clairement que jamais combien je suis peu capable de faire face à certaines crises. » Et c'était là le pénible sentiment qui dominait l'esprit de Mistress Prior.
Aucun effort de Shirley ni de Caroline ne l'en pouvait chasser. Elle pouvait bien pardonner à sa pupille coupable, elle ne pouvait se pardonner à elle-même, innocente, son excès de timidité. Miss Kildare, condamnée à être dérangée toute la matinée par des visites, fut appelée en ce moment. C'était le recteur qui venait d'arriver. Un vif accueil et une réprimande plus vive encore étaient à son service. Il s'attendait à tous les deux, et étant dans une excellente disposition d'esprit, il les prit l'un et l'autre en bonne part. Dans le cours de sa brève visite, il oublia tout à fait de demander des nouvelles de sa nièce. L'émeute, les émeutiers, le moulin, les magistrats, l'héritière, absorbait toutes ses pensées, à la complète exclusion des liens de famille. Il fit allusion à la part que lui et les vicaires avaient prise à la défense de Hollow. La fiole de la colère pharisaïque va être vidée sur nos têtes pour la part que nous avons prise à cette affaire, dit-il. Mais je défie tous les calomniateurs. J'étais là uniquement pour donner force à la loi, pour remplir mes devoirs d'homme et d'anglais, que je regarde comme parfaitement compatibles avec ceux de prêtre et de lévite. Votre tenancier, Moore, continua-t-il, a gagné mon approbation. Je n'ai jamais vu de commandant plus froid ni plus déterminé. De plus, cet homme a fait preuve de jugement et de bon sens, d'abord en se préparant parfaitement pour l'événement qui a eu lieu, et ensuite lorsque ses plans bien concertés lui ont assuré le succès, en n'abusant point de sa victoire. Quelques-uns des magistrats sont en ce moment très effrayés, et comme tous les lâches, ont une tendance à se montrer cruels. Moore les arrête, avec une admirable prudence. Il a jusqu'ici été très impopulaire dans le pays, mais croyez-moi, le courant de l'opinion va lui revenir. Le peuple s'apercevra qu'il n'a pas su l'apprécier, et il se hâtera de réparer son erreur. Et lui, quand il verra le public disposé à lui rendre justice, il nous montrera une plus gracieuse figure que celle qu'il nous a montrée jusqu'à ce jour. M. Elstone allait ajouter à ce discours quelques avertissements moitié plaisants, moitié sérieux à Miss Kildare, au sujet de la partialité dont elle était accusée pour son tenancier, lorsqu'un coup de sonnette annonçant un autre visiteur arrêta sa raillerie sur ses lèvres. Et comme cet autre visiteur apparut sous la forme d'un vieux gentleman à cheveux blancs, à la mine farouche, à l'œil dédaigneux, notre vieille connaissance et le vieil ennemi du recteur, M. York, enfin, le prêtre et lévite, saisit son chapeau, et avec ses plus brefs adieux à Miss Kildare, et le plus sévère regard au nouveau venu, il prit brusquement congé. M. York n'était pas de bonne humeur, et il exprima son opinion sur l'événement de la nuit en termes peu mesurés. Moore, les magistrats, les soldats, les chefs de la populace, tous eurent leur part de ces invectives. Mais il réserva ses plus vigoureuses épithètes, ses adjectifs les plus yorkshiriens, pour les prêtres batailleurs, les sanguinaires et démoniaques recteurs et vicaires. À l'entendre, la coupe de l'iniquité ecclésiastique débordait. « L'Église, dit-il, est dans un joli état. Il ne manquait plus que de voir les curés se mettre dans les rangs des soldats, manier le mousquet et la poudre, et prendre la vie de gens beaucoup plus honnêtes qu'eux. Et qu'eût fait Moore si personne ne lui avait prêté secours ? Demanda Shirley. Il eût bu la bière qu'il a brassée, mangé le pain qu'il a cuit. Ce qui signifie que vous l'auriez laissé seul faire face à cette populace. Il est plein de courage, mais la plus grande somme de bravoure que puisse renfermer une poitrine humaine ne peut servir à grand-chose en face de 200 ennemis. Il avait les soldats, ces pauvres diables qui vendent leur sang et versent celui des autres pour de l'argent. Vous traitez les soldats avec autant d'injustice que le clergé. Pour vous, tout ce qui porte un habit rouge est le rebut de la nation. Tout ce qui porte un habit noir est un fripon. Selon vous, M. Moore a mal fait de requérir la force armée, et il a fait pis encore en demandant une autre assistance. Votre manière de voir se résume en ceci. Moore eût dû livrer son moulin et sa vie à la rage d'une bande de furieux abusés. Et M. Elstone et tout autre gentleman de la paroisse eussent dû se borner au rôle de simple spectateur, voir le bâtiment rasé et son propriétaire massacré, sans remuer un doigt pour sauver l'un ou l'autre. Si Moore avait agi avec ses hommes depuis le commencement comme il eût dû le faire, jamais il n'aurait eu pour lui les sentiments qu'ils ont à présent. « Cela vous est aisé à dire !» s'écria Miss Kildare, qui commençait à s'échauffer. « À vous, dont la famille a habité Briarmains pendant 6 générations.
À vous, à qui le peuple est accoutumé depuis 50 ans et qui connaissez leurs habitudes, leurs préférences. Il vous est vraiment aisé d'éviter de les offenser. Mais Monsieur Moore est arrivé étranger dans ce district. Il y est venu pauvre et sans amis, n'ayant que son énergie pour le protéger, n'ayant que son honneur, ses talents, son industrie pour se frayer un chemin. N'est-ce pas vraiment un crime monstrueux que dans de semblables circonstances, il n'ait pu tout d'un coup rendre populaires ses manières calmes et graves, qu'il n'ait pu se montrer plaisant, libre, cordial, avec ses singuliers paysans, comme vous l'êtes avec vos semblables de la ville? N'est-ce pas une impardonnable faute qu'il n'ait peut-être pas gradué ces changements avec autant de délicatesse qu'eussent pu le faire de riches capitalistes? Et pour des erreurs de cette sorte, faut-il qu'il soit victime de la rage de la foule? Lui refusera-t-on jusqu'au droit de se défendre lui-même? Et ceux qui ont un cœur d'homme dans leur poitrine, et M. Elstone, dites de lui tout ce que vous voudrez, est un de ces hommes, seront-ils traités de malfaiteurs parce qu'ils se sont placés à ses côtés, parce qu'ils ont épousé la cause d'un seul contre 200? Allons, allons, calmez-vous, dit M. York, souriant à l'ardeur avec laquelle Shirley multipliait ses rapides questions. Me calmer? Faut-il que j'écoute froidement des absurdités, de dangereuses absurdités? Non. Je vous aime beaucoup, monsieur York, vous le savez. Mais je déteste tout à fait quelques-uns de vos principes. Tout ce jargon, excusez-moi, mais je répète le mot, tout ce jargon sur les curés et les vicaires offense vivement mon oreille. Toute ridicule et irrationnelle clameur d'une classe, qu'elle soit aristocrate ou démocrate, toute clabauderie d'une caste, qu'elle soit cléricale, soit militaire, toute injustice criante contre les individus, qu'elle vienne du monarque ou du mendiant, m'afflige cruellement. Toutes ces excitations des uns contre les autres, toutes ces haines de parti, toutes ces tyrannies déguisées en liberté, je les rejette et m'en lave les mains. Vous vous croyez un philanthrope? Vous vous regardez comme un avocat de la liberté? Mais je vous dirai ceci, Monsieur Hall, le curé de Nunneley, est un meilleur ami de l'humanité et de la liberté que Monsieur Hiram York, le réformiste de Briarfield. De la part d'un homme, Monsieur York n'eût pas souffert très patiemment ce langage, et il ne l'eût pas enduré de la part de toutes les femmes. Mais il trouvait Shirley à la fois bonne et jolie, et sa colère librement exprimée l'amusait. De plus, il prenait un secret plaisir à l'entendre prendre la défense de son tenancier, car nous avons laissé déjà entrevoir qu'il avait fort à cœur les intérêts de Robert Moore. D'ailleurs, s'il voulait tirer vengeance de la sévérité de Shirley, il savait que le moyen était en son pouvoir. Un mot, croyait-il, suffirait pour la dompter et la réduire au silence, pour couvrir ce front fier de l'ombre rosée de la honte, pour voiler l'éclair de cet œil sous les cils et les paupières baissées. « Qu'as-tu de plus à dire ?» demanda-t-il, comme elle gardait le silence, plutôt pour reprendre haleine que parce que le sujet de son zèle était épuisé. « Ce que j'ai à dire, monsieur York ?» répondit-elle en parcourant le parloir d'un mur à l'autre. « Ce que j'ai à dire? J'ai beaucoup de choses à dire, si je pouvais parvenir à les exprimer dans un ordre lucide, ce qui m'est impossible. J'ai à dire que vos idées et celles des politiques les plus avancées ne peuvent être soutenues que par des hommes dans une position irresponsable, que ce sont purement des idées d'opposition, dont on parle très haut, mais que l'on ne met jamais en pratique. Que vous soyez fait demain Premier ministre d'Angleterre, et vous serez forcé de les abandonner. Vous blâmez violemment Moore d'avoir défendu sa fabrique? Si vous aviez été à sa place, votre honneur et votre bon sens ne vous eussent point permis d'agir autrement que lui. Vous vilipendez M. Elstone pour tout ce qu'il a fait? M. Elstone a ses défauts. Quelquefois il fait mal, mais le plus souvent, il agit bien. Si l'on vous ordonnait curé de Briarfield, vous verriez si ce serait tâche facile de mettre à exécution tout ce que votre prédécesseur a imaginé et accompli pour le bien de la paroisse. Je m'étonne que l'on ne puisse rendre plus loyalement justice aux autres et à soi-même. Lorsque j'entends messieurs Malone et Downe bavarder sur l'autorité de l'Église, sur la dignité et les droits de la prêtrise, sur la déférence qui leur est due comme membres du clergé, quand j'entends l'explosion de leur petit dépit contre les dissidents, quand je suis témoin de leurs étroites jalousies et de leurs présomptions, quand ils me rebattent les oreilles de leurs conversations sur les formalités, les traditions, les superstitions, quand je vois leur insolence envers les pauvres, leur basse servilité envers les riches, il me semble en vérité que l'établissement est dans une pauvre voie, et qu'il a,
ainsi que ses enfants, le plus grand besoin d'une réforme. Détournant mes regards désespérés de la tour de la cathédrale et de l'humble clocher du village, oui, aussi désespéré que le sacristain qui sent le besoin de faire blanchir l'église et n'a pas de quoi acheter de la chaux, je me souviens de vos sarcasmes insensés sur les gras évêques, les curés bien nourris, la vieille mère église. Je me souviens des traits que vous décochez à tous ceux qui ne pensent pas comme vous, de l'impitoyable condamnation à laquelle vous soumettez les classes et les individus, sans avoir le moindre égard aux circonstances et aux tentations. Et alors, monsieur York, le doute étreint mon âme, et je me demande s'il existe des hommes assez cléments, assez raisonnables, assez justes, pour entreprendre la tâche d'une réforme. Je ne crois pas que vous soyez de ce nombre. Vous avez de moi une mauvaise opinion, Miss Shirley. Vous ne m'avez jamais jusqu'ici autant montré vos sentiments. Je n'en avais jamais eu l'occasion, mais je suis restée assise sur le tabouret de Jessie, à côté de votre chaise, dans le parloir de Briarmans, pendant des soirées entières, écoutant avidement votre causerie, tantôt admirant, tantôt m'insurgeant contre vos paroles. Je vous regarde comme un beau vieillard yorkshirien, monsieur. Je suis fière d'être née dans le même pays et la même paroisse que vous. Vous êtes loyal, honnête, indépendant comme le roc qui a sa base au fond de la mer, mais enfin, vous êtes dur, roide, étroit et sans pitié. Non pour les pauvres, ma fille. Non pour les humbles de la terre, seulement pour les orgueilleux et les superbes. Et quel droit avez-vous, monsieur, de faire une semblable distinction? Il n'existe pas d'homme plus fier et plus hautain que vous. Vous trouvez aisé de parler d'un ton protecteur à vos inférieurs? Vous êtes trop orgueilleux, trop ambitieux, trop jaloux pour être civil avec ceux qui sont au-dessus de vous. Mais vous êtes tous les mêmes. Elstone aussi est fier et rempli de préjugés. Moore, quoique plus juste et plus sensé que vous et le recteur, est cependant hautain, sévère et généralement égoïste. C'est heureux qu'il se rencontre accidentellement des hommes comme M. Hall, des hommes au cœur grand et généreux, qui peuvent pardonner aux autres d'être plus riches, plus prospères et plus puissants qu'eux. De tels hommes peuvent avoir moins d'originalité et moins de force de caractère que vous, mais ce sont de plus vrais amis de l'humanité. « Et quand cela aura-t-il lieu ?» dit M. York en se levant. « Quoi ? La noce. »« Quelle noce ? » ?»« Celle de Robert Gérard Moore, esquire de Hollow, avec Miss Kildare, fille et héritière de feu Cave Kildare de Villehead. » Shirley regarda celui qui lui adressait cette question en rougissant. Mais son œil ne faiblissait pas. Il brillait d'un éclat ferme. Il brûlait d'un feu sombre. « Voilà votre vengeance, » dit-elle lentement. Puis elle ajouta: « Est-ce que ce serait un mariage indigne de celle qui représente feu Charles Cave Kildare ? Ma fille, Moore, est un gentleman. Son sang est pur et ancien, comme le mien ou le tien. Et tous deux, nous tirons vanité de notre origine. Nous avons notre orgueil de famille, bien que l'un de nous soit un républicain. » York, qui se tenait debout devant elle, s'inclina. Ses lèvres étaient muettes, mais son œil confessait la vérité de l'accusation. Oui, il avait un orgueil de famille. On le voyait dans toute son attitude. « Moore est un gentleman, » répéta Shirley, redressant sa tête avec une grâce joyeuse. Elle se contraignit cependant. Les mots qu'elle ne voulait pas prononcer semblaient se presser sur sa langue, mais son regard parlait assez en ce moment. York essaya de lire ce langage des yeux, visible mais intraduisible, un poème plein d'ardent lyrisme en une langue inconnue. Ce n'était point cependant une vulgaire histoire, une simple bouffée de sentiment, une ordinaire confession d'amour qu'exprimait ce regard. C'était quelque chose de plus profond, de plus obscur que ceux qui croyaient lire M. York. Il sentit que sa vengeance venait de frapper à faux, et que Shirley triomphait. Il se sentit en défaut, joué, déconcerté. Et si Moore est un gentleman, vous pouvez être seulement une lady, donc. Donc, il n'y aurait aucune inégalité dans notre union ? Aucune. Merci de votre approbation. M'abandonnerez-vous lorsque je quitterai le nom de Kildare pour celui de Moore ? M. York, au lieu de répondre, la regardait avec le plus profond embarras. Il ne pouvait deviner ce que signifiait son regard, si elle parlait sérieusement ou si elle plaisantait.
Il y avait à la fois de la résolution et du sentiment, de la raillerie et du sarcasme, dans l'expression de ses traits mobiles. « Je ne te comprends pas, dit-il en se détournant. Elle rit. Prenez courage, monsieur. Vous n'êtes pas seul dans votre ignorance, mais je suppose que, si Moore me comprend, cela ira, n'est-ce pas? Moore peut faire ses affaires lui-même dorénavant. Je ne veux pas m'en occuper davantage. Une pensée nouvelle traversa le cerveau de Shirley. Sa contenance changea, comme par enchantement. Avec un regard plus sombre et une expression de visage plus austère, elle demanda « Avez-vous été prié d'intervenir ? Est-ce que vous me questionnez comme le chargé de pouvoir d'un autre ? Que le Seigneur nous protège. Quiconque t'épousera doit faire attention à lui. Garde toutes tes questions pour Robert. Je ne répondrai pas davantage à aucune. Au revoir, ma fille. » Le temps était beau, ou du moins passable, car de légers nuages voilaient le soleil, et une brume épaisse, qui n'était cependant ni froide ni humide, couvrait les montagnes. Caroline, pendant que Shirley était occupée avec ses visiteurs, avait persuadé à Mistress Prior de mettre son chapeau et son châle d'été, et de faire avec elle une promenade vers l'extrémité la plus resserrée de la vallée de Hollow. Là, les versants opposés de la gorge se rapprochaient l'un de l'autre, et se couvrant de broussailles et de chênes rabougris, formaient une ravine boisée, au fond de laquelle courait le ruisseau du moulin, luttant contre de nombreuses pierres, se ruant contre des rives rugueuses et hérissées de racines et de troncs d'arbres noueux, écumant, bouillonnant dans sa course. Là, quand vous vous étiez éloigné d'un demi-mille du moulin, vous vous trouviez dans une profonde solitude, à l'ombre d'arbres que la cognée avait toujours respectés, et formait une sûre retraite pour les oiseaux qui la faisaient retentir de leurs chants. Ce lieu n'était guère fréquenté. La fraîcheur des fleurs qui couvraient le sol attestait qu'elle n'était pas foulée souvent par le pied de l'homme. Les abondantes roses sauvages semblaient éclore, briller et se flétrir sous la garde de la solitude, comme dans le harem d'un sultan. Là, vous voyez le doux azur des clochettes de la campanule, et reconnaissiez dans les fleurs d'un blanc de perles qui émaillaient l'herbe l'humble type de quelques groupes étoilés qui constellent le firmament. Mistress Prior aimait une tranquille promenade. Elle évitait les grands chemins et recherchait les sentiers écartés, les passages solitaires. Elle préférait une compagne à l'isolement absolu, car dans la solitude, elle était peureuse. Une vague crainte de rencontre fâcheuse lui enlevait le plaisir de ses courses solitaires, mais elle ne craignait rien avec Caroline. Lorsqu'elle avait une fois quitté les habitations humaines et mis le pied sur le domaine de la nature, accompagnée par sa jeune amie, un heureux changement semblait se faire dans son esprit et rayonnait sur son visage. Lorsqu'elle était avec Caroline, et avec Caroline seule, on eût dit que son cœur avait secoué le fardeau qui l'oppressait, que son front s'était débarrassé d'un voile, que ses facultés s'étaient dégagées d'une entrave. Avec elle, elle était joyeuse, quelquefois tendre. Elle se montrait disposée à lui communiquer les trésors de son instruction et de son expérience, à lui laisser deviner quelle avait été sa vie, quelle culture avait reçu son esprit, quelle était l'étendue de son intelligence, en quel moment et sur quel point ses sentiments étaient vulnérables. Ce jour-là, par exemple, pendant leur promenade, Mistress Prior parla à sa compagne des nombreuses variétés d'oiseaux qui chantaient dans les arbres. Elle décrivit leurs différentes espèces, ainsi que leurs habitudes et leurs particularités. L'histoire naturelle de l'Angleterre paraissait lui être familière. Elle connaissait toutes les fleurs sauvages qui bordaient le sentier. À toutes les chétives plantes qui poussaient autour des pierres ou dans les crevasses des vieux murs, plantes que Caroline n'avait jamais remarquées, elle donnait leur nom en indiquant leurs propriétés. Elle semblait avoir fait une étude minutieuse de la botanique des champs et des bois de l'Angleterre. Ayant atteint le haut du ravin, elles s'assirent sur un banc de roc gris et moussu qui faisait saillie à la base d'une hauteur verdoyante et escarpée s'élevant au-dessus d'elles. Mistress Prior regarda autour d'elle et parla des environs comme si elle les avait déjà vus dans un temps éloigné. Elle fit remarquer les changements qui s'étaient opérés dans ces lieux. Elle compara leur aspect avec celui d'autres parties de l'Angleterre, révélant dans ses descriptions un sentiment du pittoresque, une appréciation du beau et du vulgaire, une puissance de comparaison qui donnait à ses discours, sans prétention, un charme tout particulier. L'espèce de plaisir respectueux avec lequel écoutait Caroline,
Plaisir si sincère, si calme, et cependant si évident, excita les facultés de la dame, qui se laissa entraîner dans une douce animation. Rarement peut-être, avec son extérieur froid, son air timide et ses façons peu communicatives, avait-elle connu ce que c'était que d'exciter chez une personne qu'elle pouvait aimer des sentiments de vive affection et d'estime admiratrice. Quelle joie ne dut-elle pas éprouver en voyant cette jeune fille, vers laquelle, à en juger par l'expression émue de ses yeux et de ses traits, elle sentait son cœur entraîné par une irrésistible impulsion, la regarder comme une institutrice et s'attacher à elle comme à une amie. Avec un accent d'intérêt un peu plus marqué que d'habitude, elle dit en se penchant vers sa jeune compagne et en écartant du front pâle de celle-ci une boucle de cheveux bruns qui s'était échappée du peigne qui la retenait. « J'espère que l'air vif qui souffle de cette montagne vous fera du bien, ma chère Caroline. J'aimerais avoir un peu plus de couleur à ses joues, mais peut-être n'avez-vous jamais eu le teint fleuri ?» « J'avais autrefois les joues roses, » répondit Miss Elstone en souriant. « Je me rappelle qu'il y a 1 an ou 2, lorsqu'il m'arrivait de me regarder dans la glace, j'y voyais un visage différent de celui que j'y vois maintenant, plus rond et plus rose. Mais quand nous sommes jeunes, ajouta la jeune fille de 18 ans, notre esprit est insouciant et notre vie tranquille. Est-ce qu'à votre âge, continua Mistress Prior, en faisant violence à cette timidité qui, même dans la circonstance présente, lui rendait difficile la tâche de scruter le cœur d'une autre. Est-ce qu'à votre âge, vous vous tourmenteriez des soucis de l'avenir ? Croyez-moi, vous auriez tort. Laissez le lendemain pour voir au lendemain. Mais, chère madame, ce n'est pas ce qui me tourmente. Le mal du présent est quelquefois accablant, trop accablant, et je désire ardemment me soustraire à son étreinte. Le mal du présent, c'est... Votre oncle n'est peut-être pas... Vous avez de la peine à me comprendre. Il ne sait pas apprécier... Mistress Prior ne put compléter ses phrases brisées. Elle ne put venir à bout de poser cette question. Si M. Elstone était trop dur pour sa nièce. Mais Caroline comprit. « Oh, ce n'est pas cela, » répliqua-t-elle. « Mon oncle et moi, nous nous entendons très bien. Nous ne nous querellons jamais. Je ne l'accuse jamais de dureté. Il ne me réprimande jamais. Quelquefois, je me prends à désirer que quelqu'un au monde m'aime, mais je ne puis dire que je désire particulièrement qu'il ait pour moi plus d'affection qu'il n'en a. Comme enfant, j'ai peut-être ressenti le manque d'attention, mais les domestiques ont été très aimables pour moi. Seulement, quand les gens se montrent longtemps indifférents pour nous, nous devenons indifférents pour leur indifférence. C'est l'habitude de mon oncle de ne faire nulle attention aux femmes et aux jeunes filles, excepté aux ladies qu'il rencontre en société. Il ne pourrait point la changer, et je n'ai nulle envie de la lui voir changer pour ce qui me concerne. Je crois qu'il ne me causerait que de l'ennui et de l'effroi s'il voulait se montrer affectionné maintenant. Mais vous le savez, Mistress Prior, c'est à peine vivre que de mesurer le temps comme je le fais à la rectorerie. Les heures passent, et je les occupe de façon ou d'autre, mais je ne vis pas. Je supporte l'existence, je n'en jouis pas. Depuis que Miss Kildare et vous êtes arrivés ici, j'ai été, j'allais dire, plus heureuse, mais ce ne serait pas vrai. Elle s'interrompit. Comment ? Ce ne serait pas vrai. Vous aimez Miss Kildare, n'est-ce pas, ma chère ? Oh, j'aime beaucoup Shirley. Je l'aime et je l'admire. Mais je suis dans une pénible position. Pour une raison que je ne puis expliquer, j'ai besoin de m'éloigner de ces lieux, de les oublier. Vous m'avez dit déjà que vous désiriez être gouvernante. Mais ma chère, s'il vous en souvient, je n'encourageais pas cette idée. J'ai été gouvernante une grande partie de ma vie. Je m'estime fort heureuse d'avoir fait la connaissance de Miss Kildare. Ses talents et ses dispositions ont rendu ma tâche aisée. Mais lorsque j'étais jeune, avant que je fusse mariée, mes épreuves ont été rudes, poignantes. Je ne voudrais pas vous en voir endurer de semblables. Ce fut mon sort d'entrer dans une famille qui avait de grandes prétentions à la naissance et à la supériorité intellectuelle, dont tous les membres croyaient être tout particulièrement doués des grâces chrétiennes. Que leur cœur était régénéré, et leurs esprits dans un état particulier de discipline. Il me fut bientôt donné à entendre que, comme je n'étais pas leur égale, je ne pouvais attendre leur sympathie.
On ne me cachait nullement que j'étais un fardeau et un embarras pour la société. Les gentlemen me regardaient comme une femme à laquelle il leur était interdit d'accorder les privilèges du sexe. Les ladies me firent clairement comprendre que j'étais pour elles un ennui. Les domestiques même me détestaient. Pourquoi ? C'est ce que je n'ai jamais pu comprendre. Mes élèves, me dit-on, quelque amitié qu'ils eussent pour moi, et quelque profond que fût l'intérêt qu'ils m'inspiraient, ne pouvaient jamais devenir mes amis. Il me fut intimé que je devais vivre dans l'isolement, et ne jamais franchir la ligne invisible, mais rigide, qui marquait la différence qui existait entre moi et ceux qui m'employaient. Ma vie dans cette maison fut sédentaire, isolée, contrainte, sans joie, laborieuse. Mais ma constitution ne tarda pas à souffrir de ce genre de vie. Je tombai malade. La dame de la maison me dit froidement que j'étais la victime de la vanité blessée. Elle me donna à entendre que si je ne faisais pas un effort pour réprimer mon mécontentement impie et pour cesser de murmurer contre la position que Dieu m'avait faite, mon intelligence se briserait probablement en morceaux sur le roc où nombre de mes sœurs avaient fait naufrage. La morbide estime de soi-même, et que je mourrais dans une maison d'aliénés. Je ne répondis rien à Miss Hardman, c'eût été inutile, mais à sa fille aînée, je laissai tomber un jour quelques observations auxquelles elle répondit ainsi. Il y avait des peines, elle en convenait, dans la position d'une gouvernante. Sans doute elle avait ses épreuves, mais dit-elle d'une façon qui me fait sourire lorsque j'y pense. Mais cela devait être ainsi. Elle n'avait ni le dessein, ni l'espoir, ni le désir de voir apporter un remède à cet état de choses. Car dans la constitution des habitudes anglaises, des sentiments, des préjugés, un remède était impossible. Les gouvernantes, fit-elle observer, doivent être continuellement dans une espèce d'isolement. C'est le seul moyen de maintenir la distance que demande la réserve des mœurs anglaises, le décorum des familles. Je me souviens que je poussai un soupir lorsque Miss Hardman quitta mon lit. Elle l'entendit, et se retournant me dit avec sévérité. « Je crains, Miss Gray, que vous n'ayez hérité de la plus ample mesure du péché le plus grand de votre nature tombée, le péché de l'orgueil. Vous êtes orgueilleuse, et par conséquent, vous êtes ingrate aussi. Maman vous paye un joli salaire, et si vous aviez le sens commun, vous vous accommoderiez patiemment de ce que votre état a de fatigant et d'ennuyeux, puisque vous en êtes si bien rétribuée. Miss Hardman, ma chérie, était une lady à l'esprit très fort, et possédait des talents très distingués. L'aristocratie est décidément une classe fort supérieure, vous le savez, physiquement, moralement et mentalement. En qualité de Tory avancé, je reconnais cela. Je ne pourrais décrire la dignité de sa voix et de son air pendant qu'elle me parlait ainsi, et cependant, je crains qu'elle n'ait été égoïste, ma chère. Je ne voudrais pas mal parler de mes supérieurs en rang, mais je pense qu'elle était un peu égoïste. Je me souviens, continua Mistress Prior après une pause, d'une autre observation de Miss Hardman qu'elle débitait avec un très grand air. Nous avons besoin, disait-elle, des imprudences, des extravagances, des erreurs, des crimes d'un certain nombre de pères, pour répandre la semence qui produit la moisson de gouvernantes. Les filles de commerçants, quoique bien élevées, manquent de distinction, et nous n'en pouvons faire les hôtes de nos demeures et les gardiennes de la personne et de l'intelligence de nos enfants. Nous préférons toujours placer auprès de nos enfants ceux qui sont nés dans notre condition et ont été élevés avec les mêmes raffinements que nous. Miss Hardman devrait se croire quelque chose de mieux que ses semblables, madame, puisqu'elle soutenait que leur malheur et même leurs crimes étaient nécessaires pour servir à sa commodité. Vous dites qu'elle était religieuse. Sa religion devait être celle du pharisien, qui remerciait Dieu de ce qu'il n'était pas semblable aux autres hommes, ni même aux publicains. Ma chère, nous ne discuterons pas ce point. Je serai la dernière à vouloir insinuer dans votre esprit aucun sentiment de mécontentement contre votre lot dans la vie, ou aucun sentiment d'envie ou d'insubordination envers vos supérieurs. Une soumission entière aux autorités, une scrupuleuse déférence pour ceux qui sont meilleurs que nous, et dans cette catégorie je place les hautes classes de la société, sont, dans mon opinion, indispensables au bien de toute communauté. Tout ce que je veux dire, ma chère, est que vous feriez mieux de renoncer à vous faire gouvernante, parce que les devoirs de cette fonction seraient trop pénibles pour votre constitution.
je ne voudrais pas prononcer un mot irrespectueux envers Mistress ou Miss Hardman. Seulement, me rappelant ma propre expérience, je ne puis m'empêcher de penser que si vous tombiez dans une famille semblable, vous lutteriez d'abord courageusement contre votre destin, puis vous dépéririez et deviendriez trop faible pour votre tâche. Vous reviendriez brisé à la maison, si vous aviez encore une maison. Puis suivraient ces années de langueur, dont la personne qui souffre et ses plus proches amis connaissent seuls le fardeau. La consomption clorerait le chapitre. Telle est l'histoire d'un grand nombre d'existences. Je ne voudrais pas que ce fût la vôtre. Ma chère, nous allons marcher un peu, si vous voulez. Toutes deux se levèrent et parcoururent une terrasse naturelle et verdoyante qui bordait le lit profond du ruisseau. « Ma chère, dit bientôt Mistress Prior, d'un ton timide et embarrassé. Les jeunes filles, principalement celles que la nature a favorisées, souvent, fréquemment, anticipent, pensent au mariage comme au but, à la réalisation de leurs espérances. » Elle s'arrêta. Caroline vint à son aide avec promptitude, montrant une bien plus grande somme de courage et de possession d'elle-même que Mistress Prior, en face du redoutable sujet qui venait d'être entamé. « Elles y pensent, et c'est tout naturel, » répondit-elle avec une calme fermeté qui fit tressaillir Mistress Prior. « Elles regardent le mariage avec quelqu'un qu'elles aiment comme la plus brillante, la seule brillante destinée qui puisse leur être réservée. Ont-elles tort ? » « Oh, ma chère !» s'écria Mistress Prior en joignant les mains. Elle se tut. Caroline tourna un œil ardent et scrutateur sur le visage de son amie. Ce visage était fort agité. « Ma chère !» murmura-t-elle enfin, « la vie est une illusion. »« Mais non pas l'amour. L'amour est la chose la plus réelle, la plus durable, la plus douce, et cependant la plus amère que nous connaissions. »« Ma chère, il est très amer. On dit qu'il est puissant, puissant comme la mort. Beaucoup de déceptions de la vie sont puissantes aussi. Quant à sa douceur, rien n'est plus fugitif. Sa durée est d'un moment, d'un clin d'œil. Son aiguillon reste pour toujours. Il peut périr au port de l'éternité, mais il torture cruellement pendant le temps. « Oui, il torture pendant le temps, » dit Caroline, « excepté lorsque c'est un amour réciproque. » Amour réciproque ? Ma chère, les romans sont pernicieux. Vous n'en lisez pas, j'espère. Quelquefois. Toutes les fois que je puis m'en procurer. Mais les romanciers ne doivent rien savoir de l'amour, à en juger par la façon dont ils en traitent. Rien. Absolument, ma chère. Répondit vivement Mistress Prior. Pas plus que du mariage. Et toutes les fausses peintures qu'ils font de ces sujets ne peuvent être trop fortement condamnées. Elles ne ressemblent pas à la réalité. Elles vous montrent seulement la surface verdoyante et tentatrice du marais, et ne vous donnent pas une idée fidèle et vraie du bourbier qu'elles recouvrent. « Mais le bourbier n'existe pas toujours, » objecta Caroline. « Il y a des mariages heureux, là où l'affection est réciproque et sincère, et les intelligences en harmonie. Le mariage doit être heureux. » Il ne l'est jamais complètement. Deux personnes ne peuvent être littéralement comme une seule. Il y a peut-être un contentement possible, dans des circonstances particulières et qui se rencontre rarement. Mais il est aussi bien de n'en pas courir le risque. Vous pouvez commettre une fatale erreur. Soyez satisfaite, ma chère, et que toutes les personnes célibataires soient satisfaites de leur liberté. « C'est l'écho des paroles de mon oncle !» s'écria Caroline d'un ton qui indiquait l'étonnement. « Vous parlez comme Mistress York dans ses moments de plus sombre humeur, comme Miss Mann, quand elle est le plus portée à l'aigreur et à l'hypocondrie. Cela est terrible. » « Non, c'est simplement vrai. Oh, enfant, vous avez vécu seulement l'agréable matin de la vie. Le milieu du jour aride et brûlant, le soir plein de tristesse, la nuit obscure sont encore à venir. Monsieur Elstone, dites-vous, parle comme moi. Et je voudrais bien savoir comment eût parlé Mistress Matthewson Elstone si elle avait vécu. Elle mourut. Elle mourut. Hélas! Et ma pauvre mère, et mon père, s'écria Caroline. Eh bien,
Ne vous ai-je jamais dit qu'ils s'étaient séparés? J'en ai entendu parler. Ils doivent donc avoir été bien malheureux. Vous voyez que tous les faits prouvent la vérité de ce que je vous dis. Dans ce cas, le mariage ne devrait pas exister. Vous avez raison, ma chère. Si ce n'était pour prouver que cette vie n'est qu'une longue épreuve dans laquelle nous ne devons attendre ni repos, ni récompense. Mais votre propre mariage, Mistress Prior. Mistress Prior frémit et frissonna comme si un doigt rude eût pressé sur un nerf à nu. Caroline comprit qu'elle avait touché le point douloureux. « Mon mariage a été malheureux, » dit la dame, réunissant tout son courage. Mais cependant, elle hésita. « Mais cependant, demanda Caroline, pas entièrement misérable? Non, pas dans ses résultats au moins. Non, ajouta-t-elle d'un ton plus doux. Dieu mêle quelquefois un peu du baume de sa miséricorde dans la fiole des plus corrosifs malheurs. Il peut à son gré diriger les événements, et de l'aveugle et folle action d'où est sortie la malédiction de la moitié de notre vie, faire couler la bénédiction de notre vieillesse. D'ailleurs, je suis d'une nature exceptionnelle, j'en conviens. D'humeur peu facile, sans adresse et excentrique en quelques points. Je n'eusse jamais dû me marier. Mon caractère n'est pas de ceux qui trouvent facilement leur pareil, ni qui puissent s'assimiler avec leur contraste. Je connaissais parfaitement ma propre inaptitude pour la vie commune. Et si je n'avais pas été si malheureuse comme gouvernante, je ne me serais jamais mariée. Et puis... Les regards de Caroline la priaient de continuer. Il la pressait de déchirer ce nuage de désespoir que ses précédentes paroles avaient semblé jeter sur son existence. Et puis, ma chère, M, c'est-à-dire le gentleman que j'épousais, était peut-être d'un caractère plus exceptionnel que commun. J'espère du moins que peu de femmes ont eu des épreuves semblables à la mienne, que peu ont ressenti leur souffrance comme j'ai ressenti les miennes. Elles furent bien près d'ébranler ma raison. Ma situation était si désespérée, le remède était si impossible. Mais ma chère, je n'ai pas l'intention de vous décourager. Je désire seulement vous donner un avertissement et vous prouver que les célibataires ne doivent pas trop anxieusement désirer de changer leur position, souvent pour une plus mauvaise. Merci, chère madame. Je comprends parfaitement vos bonnes intentions, mais il n'y a aucune crainte que je tombe dans l'erreur que vous me signalez. Je n'ai, du moins, aucune pensée de mariage, et pour cette raison, j'ai besoin de me créer une position par quelque autre moyen. Ma chère, écoutez-moi. J'ai réfléchi profondément sur ce que je vais vous dire, depuis que je vous ai entendu manifester le désir d'obtenir une position. Vous savez que je demeure en ce moment avec Miss Kildare en qualité de compagne. Qu'elle vienne à se marier, et beaucoup de circonstances m'induisent à penser que ce sera avant peu, et je cesse de lui être utile en cette qualité. Je dois vous dire que je possède une petite fortune, provenant partie de mes propres économies, et partie d'un legs qui m'a été fait il y a quelques années. Quand je quitterai Fieldhead, j'aurai une maison, à moi. Je ne pourrai vivre dans la solitude, et je n'ai aucun parent que je désire inviter à une étroite intimité, car, comme vous avez déjà pu l'observer, et comme je vous l'ai avoué, mes habitudes et mes goûts ont leur singularité. Je n'ai pas besoin de vous dire que je vous suis attachée. Avec vous, je suis plus heureuse que je n'ai jamais été avec personne. J'estimerai votre société comme un précieux privilège, une consolation, un bienfait. Vous viendrez alors demeurer avec moi. Caroline, me refusez-vous? J'espère que vous pouvez m'aimer. Après ces deux abruptes questions, elle se tut. Certainement, je vous aime, répondit Caroline. J'aimerais à vivre avec vous, mais vous êtes trop bonne. Tout ce que j'ai, ajouta Mistress Prior, je vous le laisserai. Vous seriez pourvue contre les nécessités de la vie, mais ne me dites jamais que je suis trop bonne. Vous me percez le cœur, enfant. Mais ma chère madame, cette générosité, je n'ai aucun droit. Paix. Vous ne devez pas parler de cela.
Il y a des choses dont nous ne pouvons entendre parler. Oh, il est tard pour commencer, mais je peux encore peut-être vivre quelques années. Je ne puis effacer tout à fait le passé, mais peut-être un bref espace de l'avenir m'appartient. Mistress Prior semblait profondément agitée. De grosses larmes roulaient dans ses yeux et coulaient le long de ses joues. Caroline l'embrassa de sa façon aimable et caressante, lui disant avec douceur « Je vous aime tendrement. Ne pleurez pas. » Mais toute l'économie de la pauvre dame semblait ébranlée. Elle s'assit, inclina sa tête sur ses genoux et pleura à chaudes larmes. Rien ne put la consoler avant que l'orage intérieur eût eu son cours. À la fin, sa douleur se calma d'elle-même. « Pauvre enfant !» murmurait-elle, en rendant le baiser de Caroline. « Pauvre agneau solitaire ! Mais venez, ajouta-t-elle tout à coup. Venez, il faut que nous retournions à la maison. » Pendant un certain temps, Mistress Prior marcha très vite. Par degrés, cependant, elle se calma et revint à son pas ordinaire, particulier, comme tous ses mouvements. Et lorsqu'elles atteignirent Field Head, elle était tout à fait redevenue elle-même. Son extérieur avait repris son aspect calme et timide. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur Shirley de Charlotte Brontë. On est arrivé donc sur le 2e tome et pour tout vous dire, on est à la page 28 sur 213, soit 12% du 2e tome. Donc je pense qu'on peut dire 50% plus 12% du 2e tome. Je vous laisse faire le calcul, je suis incapable de le faire. On a lu 2 chapitres et on a eu en fait l'immédiate suite de la nuit en fait, la nuit et le lendemain de l'attaque du moulin et de la fabrique de Moore. J'ai bien aimé en fait l'atmosphère qu'il y avait, qui était assez particulière, où justement il y avait, les filles sont rentrées, le lendemain tous les domestiques etc. étaient un petit peu affolés. Le fait que Caroline, on est quand même sur une personnalité qui est soucieuse, alors que Shirley, elle l'est moins, elle gère beaucoup mieux ses émotions, je trouve, ou alors elle le montre moins. Peut-être qu'elle le montre moins. On ne sait pas trop. Pour moi, elle le gère mieux. Elle gère mieux ses émotions, elle est plus maîtresse de ses émotions que Caroline. Mais en même temps, il n'y avait pas les mêmes enjeux pour Shirley que pour Caroline. Caroline, elle avait quand même son oncle là-bas. Donc si son oncle est blessé ou meurt, qui va s'occuper d'elle? Et elle avait quand même aussi Robert. Je pense que je vais le confondre avec Roger Moore jusqu'à la fin de la vidéo. Enfin, jusqu'à la fin du bouquin. Hein. Donc, elle a Robert quand même qu'elle aime fort, qui est son cousin. D'ailleurs, si son oncle meurt, c'est sans doute Robert qui va s'occuper d'elle. C'est son cousin. C'est un demi-cousin, il me semblait qu'il y avait une histoire comme ça. Et bref, je trouvais intéressant l'espèce de contraste sur la nuit et le lendemain, et comment Shirley, en fait, peut-être que l'espèce d'accès de mauvaise humeur qu'elle a regretté par la suite, c'était aussi le fait que, déjà, elle est quand même habituée à ce qu'on obéisse à ses ordres, et que les servantes, et puis Miss Prior et compagnie, elles ont pas dû beaucoup dormir, elles ont dû beaucoup s'inquiéter, ce qui faisait qu'elles ont eu du mal à réfléchir, des trucs comme ça. Et donc, que Shirley prenne les choses en main en rudoyant un petit peu ses servantes, ça peut se comprendre vis-à-vis de la nuit pas terrible qu'elles ont passée quand même, et elles étaient quand même super inquiètes. Et le truc qui est bien, je trouve, chez Shirley, c'est que si elle se rend compte qu'elle a fait une connerie, c'est qu'elle va s'excuser. Et avoir potentiellement blessé Mistress Prior, c'était quelque chose de terrible pour elle. Peut-être parce que Mistress Prior, elle a une autre place auprès d'elle que les simples domestiques, entre guillemets. Je pense... Bon, c'est vraiment des relations que je connais pas du tout, hein, relations de patron domestique. Mais je pense que
Shirley pouvait de temps en temps peut-être confier un petit truc à droite à gauche ou des choses comme ça. Mais là, on avait ressenti aussi la peur chez les domestiques de cette prime petite ronflée. C'est quand même pas très cool, quoi, de maintenir des climats de peur. Bon, autre temps, autre mœurs, droit du travail, hein. Mais je trouvais ça très intéressant. Et j'ai bien aimé aussi Shirley qui rue un peu dans les brancards avec Elstone et York. Alors, si vous vous souvenez, il me semble que Elstone a épousé la femme que York convoitait ou l'inverse. Il y a une histoire de femme. Je crois que c'est Elstone qui a marié la femme que York convoitait. Et ce qui fait que il y a une espèce de rivalité qui reste et que York ne peut pas blairer Elstone, mais que Elstone est sans doute pas du tout au courant de tout ça. Je sais pas si vous vous souvenez de ce... Je suis peut-être pas méga claire, mais il me semble qu'il y avait un truc un peu de ce goût-là entre les deux. D'autant plus qu'ils n'ont pas l'air non plus d'être tout à fait dans la même façon d'habiter, d'incarner en fait leur croyance, leur religion, parce que c'est leur boulot d'être prêtre. Je dis prêtre au sens large, hein, parce que je connais pas très bien. Mais j'ai bien aimé que Shirley, justement, enfin, qu'elle leur en mette un peu plein les dents. Et rebelote quand il y avait York. Enfin, c'était assez fun à lire ça. Mais elle a un côté. C'est pour ça que moi je suis à moitié en train de me dire. Je sais pas si elle va être en couple ou pas avec quelqu'un, Shirley. Mais oui, je sais, elle est très bien célibataire, elle gère très bien sa vie. Et oui, elle peut tout à fait être célibataire comme Miss Henley et compagnie, mais je sais pas si c'est si enviable que ça, ces vies de célibataires. Qu'elles sont quand même sous la coupe des recteurs, des vicaires. Elles font le bien aussi dans la communauté en allant, je pense, filer des couvertures à quelques-uns, tricoter des trucs, filer une pièce et compagnie. Elles connaissent bien leurs pauvres, entre guillemets. Ça me fait penser à la chanson Les Dames Patronesses de Jacques Brel. Les Dames Patronesses qui tricotent en fait chacune enfin des pulls ou des écharpes d'une certaine couleur pour reconnaître comme ça chaque dame patronesse reconnaît ses pauvres à elle parce qu'ils ont le pull d'une certaine couleur. C'est d'une ironie, enfin d'un sarcasme terrible. Je trouvais ça très très fort cette chanson là. Je vais vous la mettre en lien, tiens, si vous connaissez pas les dames patronesses. Euh, que dire de plus? Je trouve que c'est intéressant. Ça a été quand même assez verbeux à la fois. Il y a eu un peu de passage aussi sur la religion. Bon, comme je vous l'ai déjà dit, moi, après c'est perso, hein, la religion, je suis pas trop dedans. Ce qui fait que petite tendance, ça peut me saouler, mais bon, c'est un petit peu effleuré. Après, il y a des subtilités que je comprends pas clairement. Parce qu'il y a non seulement une question de religion différente, il y avait aussi une question de Tory et les autres, donc en groupe les patrons et le prolétariat, on va dire, de l'époque. Mais je trouvais ça intéressant. Miss Elstone, non, pas Miss Elstone, Mistress Prior, je l'ai trouvée particulièrement vulnérable là. Je sais pas trop où ça va mener. On dirait qu'elle est malheureuse, quoi, cette petite dame, alors que elle a l'air de super bien s'entendre avec Shirley, mais on dirait qu'elle sait que ça va pas durer avec Shirley. Je trouve que c'est à moitié tristou, quoi. Elle a pas l'air d'avoir une vie bien folle, quoi. Elle a pas une vie très épanouie. Et c'est sa famille, là, les Hardman, la famille précédente qui l'avait embauchée, lui a bien rappelé sa place. J'ai l'impression que on a sous-entendu que Mistress Prior était éventuellement une bâtarde. J'ai vaguement compris ça. Je suis pas sûre, et c'est parce que ça me fait penser à d'autres choses, d'autres œuvres, notamment des œuvres plus modernes, hein, comme des bouquins de Julia Quinn, hein, des romances historiques. Parce que je trouve justement que le statut des bâtards est assez intéressant. Alors, c'était à peine effleuré, donc je sais pas à quel point c'est vrai ou si c'est que peut-être une impression, mais je trouve que c'est intéressant.
est-ce que c'était le statut des gouvernants? Des gouvernantes, d'être des bâtardes. Et du coup, d'avoir bénéficié d'une certaine éducation, mais d'avoir une naissance qui ne leur donne pas le droit à être... une naissance qui ne donne pas droit au privilège de la noblesse, mais à la fois une éducation qui ne les fait pas tout à fait appartenir au prolétariat, quoi. Ou ça serait pas une employée dans la cuisine ou aller ramasser les patates. Euh, je sais pas trop où est-ce qu'elle voulait en venir là, Mistress Prior, parce qu'elle paraît quand même vachement attachée à Caroline. Elle a envie de la protéger, elle a envie de la guider. Euh, Elle a peut-être pas ce rôle de guide avec Shirley, parce que je pense que Shirley elle a pas grand besoin d'avoir de conseils, hein, elle gère sa vie. Alors que après, Caroline, elle a pris sa décision, hein, en quelque sorte. J'ai l'impression qu'il y a une décision qui a été prise. Et j'avais pas compris par contre que c'était Robert qui était arrivé. Ça m'a fait rire un peu le côté. Ça, c'était le chapitre d'avant. Où, allez, hop, 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 Shirley qui dit oui, il y a peut-être 500 bonhommes qui ont la dalle là-bas, donc on va leur envoyer plein de trucs. Et Robert qui arrive en disant on se détend un petit peu, il y a juste 20 bonhommes. Donc, on se détend, tout va bien, tout va bien. Je me demande si Robert n'a pas compris que Caroline était présente. Je pense qu'il n'a pas compris sur le coup. Je pense que ça va mûrir un petit peu. Parce que Robert portait son chapeau et Caroline savait qu'il était blessé au front. Sauf que Robert portait son chapeau, donc a priori c'était caché. Et surtout, Caroline était un peu dans l'ombre parce que Shirley était dehors avec l'histoire de remplir la charrette pour amener à manger aux 500 hommes qui ne sont que 20. Mais j'aimerais bien savoir quelle réaction il aurait s'il comprenait que du coup les deux femmes étaient présentes. Parce que pareil, peut-être que Shirley, le fait d'avoir vu qu'il y avait peut-être 200 bonhommes, ceux qui attaquaient en fait étaient 200, peut-être qu'elle a compris, enfin qu'elle a un peu, pas fabulé, comment on dit, extrapolé qu'en face ils étaient plus nombreux. Est-ce que c'est des petits indices qui vont amener Robert à réfléchir et se dire oh purée, elles étaient là? Je sais pas si elles ont été vues, je suis pas sûre. Peut-être que des hommes ont vu deux silhouettes féminines, pas plus que ça. Mais au final, là, il a deux indices qui lui laisseraient entendre qu'elles étaient présentes. Parce qu'il n'a pas tilté par rapport à Shirley et la nourriture pour les 500 hommes. Mais il a tilté pour comment ça se fait que Caroline sait que je suis blessée au front. Et ouais, enfin du coup, j'aimerais bien savoir en fait. Parce que, en fait, on leur a pas dit, restez chez vous, parce il va se passer ça. On leur a pas dit ça. On leur a rien dit, on a juste dit, ouais, en fait, Shirley, tu vas dormir là. Et à demain. Il me semble pas qu'on leur a interdit de faire quoi que ce soit, quoi. Ça pouvait être tout à fait une soirée pyjama, entre guillemets, hein. Il me semble pas que... Elles n'étaient pas prévenues qu'il y avait du danger et compagnie. Donc, quelque part, elles pouvaient tout à fait être dehors. C'est l'été, bientôt, c'est au mois de juin, là il fait beau. Ça peut être une petite promenade nocturne pour digérer, des trucs comme ça. Enfin, je dis n'importe quoi, mais... Ouais, sur l'histoire de Mistress Prior, je suis assez... Donc Mistress Prior a été mariée. Et ça s'est pas bien fini. J'ai pas compris si elle était veuve ou si c'était une séparation ou un divorce. Ça devait pas être très courant, mais je pense que ça existait quand même des séparations ou des divorces. Mais pas en étant très courant, hein. Mais ouais, je suis assez... Je m'interroge pas mal sur Mistress Prior. J'aimerais bien en savoir plus. Donc voilà.
Je vais m'arrêter là parce que, en fait, comme une grosse nouille, j'ai enchaîné les Dimensions Fantastiques plus Shirley en commençant vers les 21h, donc il est 1h30 presque, il faut que j'aille me coucher. Non mais au moins comme ça, comme on est mardi matin, là, j'ai toute la semaine pour monter ça, voire même j'ai envie de rusher un petit peu et de reprendre un petit peu d'avance sur des tournages, enfin c'est pas du gros tournage non plus, faut pas exagérer, mais j'ai envie de prendre un petit peu d'avance, surtout sur Shirley, parce que comme c'est un truc qui est long, je trouve toujours pas ça chiant, au contraire. Mais c'est long en fait, parce que comme les chapitres sont longs, c'est long à lire. Donc je voulais juste vous dire, grosso modo, il y a 8 ou 9 semaines encore. Donc vous voyez, ça va être un petit peu long quand même. 8-9 semaines, ça fait tout le février-mars. Mais ouais, en fait, c'est les 2 premiers chapitres de la deuxième partie qui sont longs, ça fait 30 pages au lieu de 20. Je vais éventuellement, je pense que je vais les faire en même temps, histoire de raccourcir un petit peu. Et je ferai une petite pause dans les romans en avril. Après, il est un petit peu tôt là, parce que j'ai le temps de changer 14 fois d'idée, donc je sais pas ce que je lirai d'ici là. Je me demandais si j'allais pas repartir sur un Sherlock après les Dimensions Fantastiques. À voir. Et donc, pour ceux qui ne m'écoutent pas partout, parce que vous avez tout à fait le droit de venir picorer le contenu que je vous propose comme vous le souhaitez. Mercredi prochain, ça va être soit un book haul, soit éventuellement un... J'ai un book haul qui est déjà programmé et que je déplace de temps en temps. Mais ça fait un moment qu'il est programmé, puis c'est pas grave. Hein. Et soit un book haul, ou alors si j'arrive à le lire, ça serait une présentation d'une intégrale qui s'appelle Les secrets de Bow Street, de Lisa Kleypas, je sais pas le dire, où on est un peu sur un truc à la Bridgerton, mais avec une enquête, parce que les hommes, si j'ai bien compris, les hommes sont soit du côté de la justice, soit du côté de pas la justice. Donc peut-être des malfrats, mon Dieu, du crime, au secours. Donc ça pourrait être... J'ai commencé à lire en fait le premier, et c'est entre un gars qui travaille qui travaille à Bow Street. Donc c'est l'ancêtre de Scotland Yard, etc. C'est l'ancêtre des policiers à Londres. Et c'est une courtisane, la madame, au secours. Une courtisane qui a failli se faire tuer. Et qui a perdu la mémoire, ce qui est je pense, un gros truc un gros cliché de la romance. Peut-être un gros cliché des romans tout court. Mais je trouve... C'est fun, c'est marrant. Après, c'est assez steamy déjà. Déjà. Bon allez, je m'arrête là. Je vous souhaite un très bon dimanche. À mercredi prochain, vous verrez, surprise. Et voilà. Passez un très bon dimanche et une très bonne semaine. Salut!